Donc le musée de l'invisible est une structure associative qui existe depuis 3 ans et qui propose des projets dans différents lieux. Donc là pour l'exposition Un autre monde, c'est une proposition en diptyque avec un cabinet dédié à l'art et à la médiumnité et puis le mur de l'art visionnaire. Mais ça commence en fait à l'extérieur, dans la rue, sur la vitrine de la librairie, avec cette proposition de Charles Case qui s'intitule L'ange de la rue Quincampoix. Tout simplement parce que dans cette exposition, Un autre monde, dans notre monde, on a beaucoup de références justement aux mondes invisibles, aux mondes cachés. Et c'est vrai qu'on entend souvent dire que pour s'intéresser, quand on s'intéresse ou pour rentrer dans l'invisible, il faut prendre certaines protections. Donc cet ange ou cette angelotte est là pour à la fois accueillir le visiteur. Elle a à la fois une existence, elle est bien présente sur la façade, mais en même temps, elle est comme si elle était prise dans la feuille de verre. Elle entre et elle sort, elle est dans une espèce de stase. Mais en même temps, elle va accueillir tous les visiteurs de l'exposition qui vont même se mélanger en fait avec l'ange. Comme si on prenait la place de l'ange ou si l'ange prenait notre place. Donc ce geste est assez important. Donc on connaît ce dessin, le trait très caractéristique de Charles Case, avec un dessin en fait qui fourmille de plein de choses, d'ondes, de racines, de petits êtres. Là il y a des points aussi. Donc il y a vraiment une vibration très particulière dans le dessin de Charles Case. Donc qui plus est avec cet ange qui fonctionne à la fois dedans, dehors et entre les deux. Un peu comme l'exposition. Un peu comme le musée de l'invisible. Le musée de l'invisible, il a un pied dans le visible et un pied dans l'invisible. Et c'est vraiment l'idée d'explorer, d'expérimenter cette situation à travers les œuvres d'art. Donc c'est un moment important cette exposition parce qu'elle m'a donné l'occasion d'inaugurer en fait un nouveau département du musée de l'invisible qui est consacré justement au rapport entre art et médiumnité. Donc on va appeler ça le département art et médiumnité. Donc qui est inauguré à l'occasion de la sortie d'un livre dédié à Michel Riffard. Michel Riffard a été jusqu'en 2014, date de sa disparition, la doyenne des médiums françaises et qui était une des médiums les plus réputées effectivement en faisant des séances publiques ou des séances particulières avec des visions, des informations très très étonnantes, particulières. Et donc Michel Riffard, elle a croisé le parcours du musée de l'invisible dès ses débuts. Elle a été assez importante justement pour visiter, un peu mieux comprendre ce qui se passait dans ces domaines-là, qui sont assez complexes à aborder et parfois à comprendre. Donc c'est à partir de ce premier accrochage que nous avons développé tout un travail de création et de réflexion sur le rapport entre l'art et différents états de conscience. Donc les artistes qui sont présentés ici ont tous un rapport plus ou moins de proximité, de profondeur avec l'invisible. Ça commence par Vidia Gastaldon, avec une de ses premières petites peintures de la série des Healing Paintings, c'est-à-dire des peintures de soins, qui représentent aussi un bouquet de fleurs avec des yeux, qui est mis là évidemment en hommage à Michel Riffard, et à son livre qui s'intitule Les fleurs de l'invisible. Healing Painting parce que le titre là renvoie directement à il dit peinture de soins. Et c'est vrai que avec ce geste de Vidia Gastaldon qui consiste en fait à repeindre sur des objets et des peintures de rebut, des peintures qu'elle trouve chez Emmaüs, dans les brocantes, dans les greniers. Donc des peintures un peu basiques comme ça, qui ont eu tout un vécu, une charge. En fait, en repeignant dessus, c'est comme si elle allait à la fois faire remonter ses vécus et puis en même temps peut-être les soigner avec des formes d'intention. Donc là, on est, au-delà de ce geste, on est sur une question qui est extrêmement intéressante et importante, bien au-delà de la relation art-médiumnité et art invisible, qui est celle de la charge de l'œuvre d'art.
Et c'est vrai, c'est une question qui est, me semble-t-il, est encore plus sensible et prégnante aujourd'hui, hein, au regard de la situation globale du monde actuel dans nos sociétés par rapport à la valeur de l'œuvre d'art, qui n'est pas forcément une valeur économique, marchande ou esthétique, hein, mais qu'on revienne aussi sur ces questions de valeur et de charge. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment une des idées fondamentales du musée de l'invisible. Je ne suis pas trop long ? Donc là, dans la Jean-François Sens et Farid, donc, ont eu vraiment la sympathie et la bienveillance de nous confier le project room de la librairie, de la galerie, qui ici devient une sorte de cabinet, de petit endroit comme ça, assez chargé par les présences qui ont été organisées, et notamment avec une série d'œuvres qui sont associées avec des objets, je ne sais pas comment les appeler, les fameux moulages de Limy, de l'Institut de métapsychique international, avec les moulages qui ont été réalisés en 1920 par Gustave Gelée, à partir d'une expérience qui a été faite avec un magnétiseur polonais, Franek Kluski. Et donc Limy, c'est justement une structure qui a été créée au début du XXe siècle, à Paris, avec un but d'objectivité scientifique par rapport justement aux phénomènes paranormaux. Alors il faut savoir qu'à Paris, fin 19e, début 20e siècle, même assez tard dans le 20e siècle, qui ne faisait pas tourner les tables, qui n'avait pas de relation avec les esprits, c'était un mouvement absolument important, très très fort, qu'on a pour beaucoup oublié, occulté. Un mouvement qui est totalement d'ailleurs à relier au Matin des magiciens, que Jean-François et Farid ont revisité avec l'exposition d'ensemble. Donc on est exactement dans la même filiation. Donc là, cet endroit est assez touchant et intéressant parce que en fait, on refait une espèce de jonction. Hein, et c'est pour ça qu'elle est très importante, cette expo Un autre monde. À ma connaissance, c'est une des premières qui, véritablement, au-delà de s'intéresser à des phénomènes un peu étonnants comme ça, renoue, hein, opère sur une forme de reliance. Hein, et au-delà du caractère un peu spectaculaire ou fantastique ou fantasmatique de ces questions-là, il y a vraisemblablement des choses très importantes au regard de la création contemporaine. Il y a une forme de relation naturelle, hein, entre ces questions-là et la création artistique, avec lesquelles on a totalement perdu le contact. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui de le renouer qu'un certain nombre de valeurs qui sont en train littéralement de s'effondrer nous permettent enfin peut-être de faire de s'éloigner de certaines positions rationalistes et justement de retrouver certains fils pour reconstruire autre chose. Donc c'est pour ça que cette exposition est charnière. Et dans cette charnière, le cabinet des Fleurs de l'Invisible, avec différentes propositions, nous fait pénétrer directement dans cet espace intermédiaire, notamment avec les dessins médiumniques de Philippe Deloison, qui a bien voulu nous en prêter quelques-uns, qui sont associés ici avec des photos d'orbes. Donc Philippe Deloison est quelqu'un d'absolument incroyable, étonnant, puisque tout d'abord son métier a été pendant des années d'être un des plus grands joailliers de la place de Paris. Donc quelqu'un qui faisait des bijoux, qui a travaillé pour des grandes marques, les plus célèbres les unes que les autres, et qui en même temps, et depuis très longtemps en fait, a toujours des facultés, des capacités médiumniques qu'il a pu d'ailleurs utiliser plus ou moins secrètement dans son travail de bijoutier, mais qui ont surtout fait l'objet d'un certain nombre de séries d'œuvres et de dessins qu'il a réalisés tout au long de sa vie, et qu'il continue de réaliser d'ailleurs. Donc notamment avec ces dessins au crayon de couleur qui sont faits lors de séances en fait, de médiumnité,
où l'artiste, le médium, on va dire, hein, le médium artiste ou l'artiste médium, entre en communication avec ce qu'il appelle des esprits. Il va même voir des auras, hein, c'est-à-dire c'est des champs énergétiques qu'on voit très bien. C'est des sons très intéressants parce que hein, c'est des phénomènes qui sont très difficiles à, comment dire, à percevoir. Hein. La plupart d'entre nous ne les voient pas. Et là, ces dessins ont aussi presque une valeur, comment dire, scientifique, dans le sens où ils nous permettent de bien sentir ce qui se passe avec ces ondes colorées qui se diffusent à partir de ces corps. Et parfois sur les dessins, c'est ce qu'on a montré aussi à la Maison de la Poésie. On aura aussi l'occasion de voir une autre série de dessins de Philippe Delezon à la Maison de la Poésie, où le trait est associé à une écriture automatique, une écriture littéralement inspirée, où d'ailleurs Philippe Delezon, parfois peint avec les deux mains, enfin dessine avec les deux mains et avec la bouche en même temps, donc dans des états de transe, et avec parfois du texte. Hein. On a ce texte-là de dessin automatique, donc qui est totalement... Il n'y a plus de mots, il n'y a plus de phrases, hein. C'est comme une espèce de flux, on le voit bien là comme ça, et qu'il va lui-même après réinterpréter, enfin relire et parfois réécrire pour qu'on puisse y avoir accès. En face de Philippe Delezon, nous avons Art Orienté Objet avec quelques œuvres d'une série qu'ils ont commencé il y a plusieurs années, qui s'intitule Les tambours apotropaïques. Donc ce sont des œuvres pour éviter la fin du monde. Ce sont des œuvres votives, hein, ce sont de véritables ex-voto. Donc il faut savoir que dans Art Orienté Objet, c'est un duo d'artistes constitué de Marion Lavalgenté et de Benoît Mangin, et qui ont beaucoup travaillé sur ces questions de relations entre art et invisible, notamment en Afrique, notamment dans le rite du Bwiti, à partir desquels ils ont fait plusieurs œuvres, rites qu'ils ont eux-mêmes pratiqués, suivis, ils ont été initiés. Et il faut dire que Marion aussi, elle, en tant qu'à la fois chercheuse, scientifique, mais aussi de par ses origines familiales, est à la croisée de toutes ces questions-là, puisque Marion vient d'une famille corse où on pratiquait le mazeri, c'est-à-dire une forme de sorcellerie caractéristique du sud de l'Europe. Et donc ici, ces œuvres en fait reprennent des pratiques que pouvaient faire les femmes corses, et même sa grand-mère qui lui aurait en fait transmis des dons, qui consistaient à coudre des petits nœuds sur les vêtements, des petits nœuds protecteurs ou des choses sur les vêtements des personnes. Donc d'où la question des tambours de broderie comme ça. Et l'artiste ici s'est posé la question, une double question. Comment, d'une part, est-ce qu'il était possible même de reprendre ce geste et de le faire passer de la sphère privée à la sphère publique, hein, d'une part, et puis de le transférer, hein, dans une autre sphère, hein, qui est celle de l'objet et de l'œuvre d'art. Donc c'est ce que proposent ces œuvres. Donc là aussi, ce sont des œuvres extrêmement chargées qui, pour certains, pour d'aucuns, auront une sorte de pouvoir magique. Alors en même temps, au-delà de ça, il y a aussi la question de la vision qui est très importante ici et qui est sous-jacente à tout le projet du Musée de l'Invisible. Hein. C'est pour ça que s'intéresser aux artistes inspirés, aux artistes médiumniques, aux artistes visionnaires est extrêmement intéressant parce que beaucoup plus d'artistes qu'on ne le pense, même dans notre période contemporaine, vivent ou font appel à ces phénomènes, à ces techniques, on pourrait dire. Ils sont très peu, en fait, ceux qui l'assument véritablement et le disent. C'est vrai, ça je l'ai remarqué. Par contre, beaucoup le travaillent soit d'une manière beaucoup plus discrète, ou alors parfois n'en ont pas conscience. Pour d'autres, c'est une manière de travailler avec ça, mais en prenant une distance, même parfois une forme d'ironie critique. Et c'est vrai que quand on parle de ces phénomènes, hein, dans notre culture un peu rationnelle, occidentale, hein, on a toujours une forme de rictus ou de grincement de dents d'ailleurs. Hein, ça ne laisse pas anodin. Et c'est vrai que toute notre culture, il ne faut pas oublier qu'elle, par rapport au phénomène de l'invisible, hein, depuis le siècle des Lumières, toute la culture occidentale a effectué un vrai travail de réduction, hein, et même avant le siècle des Lumières, dès le Moyen-Âge,
de réduction de certaines pratiques, de certaines cultures pour établir les bases d'un progrès, les bases d'une évolution sociale. Enfin bon, et il serait peut-être bien effectivement de se repencher sur certains des aspects de cette évolution. En tout cas, moi, il me semble qu'à la fois du point de vue de l'art, mais du point de vue plus global, il y a un certain nombre de nœuds qui pourraient être dénoués en retravaillant un certain nombre de choses. Sans forcément, que je vous rassure, replonger dans l'obscurantisme. Alors ça, c'est un des aspects, c'est aussi une des questions que pose l'exposition, bien entendu, à travers le Matin des magiciens, et un certain nombre de choses qu'aborde Louis Pauwels, que ce soit par rapport à l'histoire, par rapport à la culture européenne, occidentale, et c'est vrai qu'il y a des pages assez étonnantes et incroyables à ces sujets, notamment quand Pauwels en fait nous dit qu'il est tout à fait possible de reconnecter avec ces dimensions-là à travers la dimension scientifique, hein, justement de retravailler. C'est vrai que là c'est pour ça que le Matin des magiciens et au-delà de tout ça, ces questions-là ont eu un grand succès dans les années 60 et rejaillissent aujourd'hui. On a aussi un très beau dessin assez étonnant d'Aurélie Dubois, qui a été fait il y a quelques semaines. Un dessin assez fort, assez puissant. Aurélie Dubois est une artiste que l'on connaît par ses réalisations vidéo, et essentiellement, effectivement, par ses dessins, qui souvent peuvent avoir une teneur érotique, même une teneur psychanalytique. Donc c'est vrai qu'elle fait il y a un gros travail comme ça d'exhumation, presque, on pourrait presque dire d'exorcisme. Et c'est vrai qu'Aurélie est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ces questions-là, à ces dimensions de l'invisible, qui elle-même, dans son propre travail, utilise certaines méthodes de concentration, de méditation, de travail avec les minéraux, par exemple. On a eu l'occasion d'ailleurs de travailler avec Aurélie dans d'autres projets du Musée de l'Invisible, notamment sur la partie minérale. Et la question des pierres de vision. Et ce dessin est vraiment très très fort ici, avec on l'imagine, enfin vaguement comme si différents personnages qui sont peut-être aussi différentes époques d'une même vie se retrouvaient dans un même espace, avec des symboliques comme celle des fleurs, comme celle des tresses, il y a de l'élément sexuel. On a aussi une vanité assez forte, le rapport à la mort qui est présent, le rapport au vivant, à la vie. Et puis à ce rideau qui, à la fois, ce rideau recouvert de petites fleurs, je ne sais pas si c'est les fleurs de l'invisible, mais en tout cas, ce rideau, il est un peu comme la vitrine où il y a l'ange de Charles-Quay, c'est-à-dire qu'il voile et il démasque en même temps. Et ce rideau, c'est aussi une vibration, hein, comme on parlait pour l'ange, hein, c'est dans cette vibration, hein, c'est pas qu'une frontière, hein, dont on parle. Hein. C'est un peu comme ces dessins là, sur les dessins de Philippe de Boison, où il y a ces ondes. Donc on est vraiment dans cet espace-là hein, ces énergies véritablement qui sont visibles dans les œuvres. La question ici, c'est de voir comment les percevoir physiologiquement ou même tactilement. C'est-à-dire qu'un dessin, effectivement, on peut le percevoir avec les yeux, mais on peut peut-être aussi le travailler avec les mains. Et pour certains des visiteurs, j'en ai vu, hein, et moi-même, je commence à m'entraîner d'ailleurs, à percevoir des œuvres avec les mains. Et là, c'est vrai qu'il se passe quelque chose. En tout cas, c'est intéressant d'essayer. La dernière proposition du cabinet des Fleurs de l'Invisible, c'est Myriam Meshita. Myriam Meshita, qui est une artiste à la fois fidèle et importante dans l'histoire du Musée de l'Invisible, puisqu'elle accompagne cette aventure depuis ses débuts. Et c'est pas un hasard, parce que c'est vrai que Myriam Meshita a une manière assez, particulière d'amener ses œuvres, hein, de les mettre au jour, de les faire arriver sur le mur, justement en pratiquant ou en travaillant sur cette question de la vision,
Et c'est vrai, quand on pose la question à Myriam, mais comment elles arrivent tes images, ou même à d'autres artistes, hein, et qu'on commence à rentrer dans cette économie qu'on pourrait appeler une économie de l'imaginaire, bien sûr, mais moi je préférerais presque plus le mot d'économie visionnaire. Comment les choses adviennent, quand on commence à rentrer dans ces mécanismes, dans ces réalités subtiles, on touche à des choses à la fois qui sont de l'ordre très privé, très personnel, c'est ce qu'on voit ici, mais aussi très cosmique, très céleste comme ça. Et c'est vrai que chez Miyameshita, on a toujours ces deux plans qui sont étroitement mêlés, avec une instance intermédiaire qui serait celle du masque mortuaire ici, hein, ou de la stase, hein, et de la mort, qui serait en quelque sorte, non pas à double tranchant, mais à double détente. Donc c'est ce qui se passe ici dans cette proposition de Miyameshita, avec un travail tout à fait récent qu'elle fait, un travail de sérigraphie, à la fois sur papier, mais aussi sur tissu, sur soie. Et là, on a une texture assez étonnante, très subtile, très sensible, où la couleur, où les aplats, ils deviennent autre chose. Ils deviennent presque encore une fois, presque des ondes, hein, des ondes de couleur, des ondes de forme, comme on dit souvent. Donc en fait, ce cabinet, c'était une manière d'introduire à l'exposition un autre monde, hein, de prendre une sorte de petit bain d'invisible en étant passé par l'ange, et puis en s'entraînant ici à avoir un pied dans le visible et un pied dans l'invisible. Et à l'intérieur de la galerie, on va pouvoir aussi découvrir la seconde proposition du Musée de l'Invisible avec le mur de l'arbre visionnaire. Donc c'est un projet qui a démarré il y a 3 ans avec la publication d'un livre, Sociomythologie de l'arbre, de Michel Bocara et Pierre Capel. Donc c'est un livre qui rassemble un scientifique, Bocara, chercheur au CNRS, et un magnétiseur de la vallée du Lot, dans le sud-ouest de la France, qui a la particularité, c'est qu'il organise, ou il propose à ses patients de reconnecter avec la nature et avec les arbres. Et il y a une troisième partie dans ce livre qui est artistique, puisque c'était une collaboration entre tous les trois, avec une recherche en fait sur l'arbre dans l'art. À partir de ça, nous avons fait un manifeste de l'arbre et nous avons commencé quelques expositions pour expérimenter et travailler un certain nombre de choses par rapport au rapport entre humain et arbre, jusqu'à cette dernière proposition en fait, qui est connectée à une exposition qui vient d'ouvrir à Lacou, au Centre d'art de Lacou, dans l'Ain, qui s'intitule L'Arbre Visionnaire, où l'idée c'est de proposer aux visiteurs de l'exposition à la fois de faire l'expérience d'œuvres qui proposent une nouvelle connexion à l'arbre, avec certains des artistes d'ailleurs qui ont eux-mêmes fait l'expérience de l'éveil à l'arbre, et avec des œuvres extérieures. Donc ici, le mur de l'art visionnaire est une sorte de, à la fois de géométrie peut-être un peu magique, sacrée, qui reprend d'ailleurs l'idée de l'arbre de vie, qui est lui-même à la base, en fait, une des bases du projet du Musée de l'Invisible, où on a à la fois des œuvres qui ont été faites à partir de l'éveil à l'arbre. Donc par exemple ici, avec Vidia Gastaldon, qui a travaillé une nouvelle série de colorisation, en fait, de travail de couleurs sur une série de sérigraphies. On a aussi Lionel Sabaté, qui avant de faire toute une série de peintures a fait l'expérience c'est des œuvres qu'il intitule des infusions. Il a fait l'expérience du contact à l'arbre avec un olivier qui est à la porte de son atelier, et puis aussi Jean-Xavier Renaud. Jean-Xavier Renaud qui vit sur le plateau de Hauteville, non loin du Centre d'art de Lacou, donc en pleine nature. C'est un peintre français qui a une peinture absolument incroyable, d'une énergie assez phénoménale. Et il a pris son chevalet en quelque sorte, il a travaillé in situ, en relation directe avec les arbres. Et c'est vrai que de leurs propres mots, aux artistes, c'est vrai que ça engage à une autre forme, peut-être un autre rapport à leur propre travail. En tout cas, c'est quelque chose d'assez étonnant qu'on souhaite développer, notamment à partir des ateliers de mise à l'arbre qu'on est en train de faire en ce moment avec Pierre Capel,
donc on a extirpé en quelque sorte de la vallée du Lot et qui pendant une semaine propose au public de l'exposition de la galerie à un autre monde de faire cette expérience du contact à l'arbre en pleine ville dans le jardin des Buttes Chaumont. Et c'est vrai que déjà les premières personnes qui ont fait l'expérience, il y a des témoignages et des retours absolument forts. Donc c'est très simple, il suffit de... donc il est plutôt conseillé de le faire avec des personnes on ne conseille pas de le faire tout seul parce qu'il peut y avoir des effets assez forts, assez physiques, il y a même des transes qui peuvent se déclencher. Mais l'idée c'est de se mettre au contact à l'arbre en prenant des branches comme ça et c'est une sorte de méditation, on peut appeler ça une sorte de yoga de l'arbre, de se mettre en état de déprise, de laisser aller, et puis de laisser venir comme ça. Et pour certaines personnes, la plupart d'ailleurs, au bout d'un petit moment, il y a une espèce de contact qui se fait, que l'on remarque en fait, on peut avoir l'impression d'avoir une espèce de perte d'équilibre. C'est comme si l'arbre, le végétal venait piloter en fait l'humain. Et à ce moment-là, il y a plein de choses qui se passent, il y a une espèce d'échange, il y a même des fuites qui se remettent en place. Donc on peut faire cette expérience aussi dans l'exposition elle-même avec ce travail du designer Olivier Roux, qui est un des rares créateurs en France et même en Europe, voire au monde, à travailler ce qu'on appelle le bois polarisé. C'est-à-dire c'est une manière de couper le bois, mais surtout après de le réagencer en respectant les énergies et les magnétismes qui ont régi sa pousse. Et de cette manière-là, on retrouve une sorte de fluidité qu'on retrouve dans le contact à l'arbre. L'arbre est un véritable polarisateur, en fait. Donc là, le visiteur est invité aussi à se mettre sur la... Donc ça a été construit sous le principe de la fibre de Fibonacci. On peut se mettre au centre de la planche. Et pareil, et il y a une autre plaque qui est au mur. Et là, on peut, par exemple, on peut sentir des petits picotements, un peu comme avec les dessins de Philippe Deloison tout à l'heure. C'est vrai qu'on peut sentir une forme d'énergétique. Et même sur le dessin de Charles Ecquet, ce qu'on retrouve ici, qui propose une sorte d'arbre naissant et qui va ramifier en fait toutes les œuvres qui sont là. Donc dans le mur de l'art visionnaire, on retrouve Aurélie Dubois. Là, on a un magnifique collage de Gaël Fauré. On ne pouvait pas éviter d'inviter Gaël Fauré dans un projet de l'arbre visionnaire. Gaël qui travaille aussi sur le plateau de Hauteville et qui fait des collages photographiques avec des photos de famille. Et là, Gaël a proposé un nuage d'yeux, comme si d'un groupe d'arbres, d'ailleurs, qui est intégré à l'exposition à la Coue, comme si, effectivement, ça montre assez bien et ça recoupe certaines représentations qu'on retrouve dans des cultures extra-occidentales, des cultures de l'invisible, où l'arbre est souvent associé à un œil ou à plusieurs yeux, comme un œil protecteur, un œil omniscient. On parle aussi du troisième œil. Et il ne faut pas oublier que l'arbre est aussi une sorte d'équivalence de l'humain. Si bien qu'on a aussi cette pièce magnifique de Julie Legrand avec une pierre, en fait c'est un silex, silice avec un arbre de verre avec des terminaisons goûteuses comme ça, rouges, où là on a à la fois un arbre mais aussi une espèce de principe de vibration, de vie, où l'arbre et le cœur sont directement associés. On a d'autres propositions comme celle de Teruisha Suzuki, où là il s'agit en fait, c'est un projet d'œuvre à l'extérieur, puisque le projet de l'art visionnaire, c'est aussi de favoriser des propositions que l'on puisse vivre et expérimenter dehors, à l'extérieur, en relation directe avec des arbres, comme si c'était des sortes d'instances d'éveil à l'arbre à travers des œuvres d'art. Donc là, avec ce sténopé qui sera associé, qui est comme une sorte d'extension d'un arbre avec une sorte de chambre dans laquelle on rentrerait à la fois en contact avec l'arbre et avec le monde extérieur qui rentrerait dans cet espace sous la forme d'une image inversée. Alors nous avons aussi cette œuvre de Éric Samac qui est une toute nouvelle proposition avec un bâton de sourcier relié à un capteur solaire avec des fils de cuivre. Donc là on est à la fois dans une... on est à la fois très intéressante cette œuvre parce qu'elle associe directement une symbolique et une énergétique. On connaît tout le travail d'Éric Samac à l'extérieur avec les flûtes solaires
Et c'est un des rares et à mon avis des grands artistes qui nous met directement en relation avec toutes ces énergies, qu'elles soient rationnelles ou pas d'ailleurs. Autre proposition pour l'extérieur qui est celle de Bassrod, avec là une œuvre un peu plus ancienne, cette fameuse série des cylindres qui date de la fin des années 90, pièce absolument magnifique, dont là on a une sorte de prototype. Donc l'idée là de Bassrod, c'était en fait de construire un objet un peu sans âge, et c'est vrai cet objet on ne sait pas trop s'il vient de maintenant, du XVIIe ou du XVIIIe, avec des petits tiroirs qui renferment en quelque sorte des mémoires, les mémoires de l'artiste, des mémoires de l'humanité, on ne sait pas trop, cachetés à la cire, et surtout avec un système de circulation à l'intérieur avec des petits espaces aménagés pour replanter. C'est une sculpture qui est appelée à bourgeonner, à réémerger, c'est-à-dire comme si on avait une fusion entre l'arbre, entre le végétal, entre le naturel et le culturel. Et c'est vrai que le travail de Bassrod, qui est vraiment un collaborateur fidèle du Musée de l'Invisible, nous propose une charnière des plus intéressantes entre ces deux aspects. Céline Clairon, qui a fait une sorte de dessin visionnaire assez étonnant, spécialement pour l'exposition, qui nous propose une série de corps comme ça. Donc, Céline, là aussi, a joué le jeu vraiment de l'instance visionnaire. Elle ne sait pas trop ce qu'elle a dessiné, d'ailleurs, mais en tout cas, comme c'était des corps et des êtres qui étaient suspendus aux branches de l'arbre et qui, curieusement, nous propose là un plan quasiment précis du fameux arbre de vie, alors qu'elle n'était pas du tout dans cette culture ni dans cet imaginaire. Arbre de vie qu'on retrouve aussi, bien entendu, chez Villa-Gastaldon. Et puis ces deux derniers dessins de Jean-Luc Favero, aussi un collaborateur fidèle du Musée de l'Invisible, avec cette série de dessins rouges faits au crayon, au stylo bille. Alors là, pour le coup, ça s'intitule l'OVNI Invasion. Donc c'est une histoire assez particulière, mais là, ce sont vraiment en fait, c'est une histoire sur Mars. C'est vraiment un travail assez délirant, visionnaire, que l'artiste a eu, où il a vu des grands corps qui repeuplent et qui revisitent Mars avec tout un processus de terraformation qu'il sentait avec une forêt. Donc il est question de planter, de replanter des arbres. Il est question aussi de pique-nique. Il y a aussi toute une part érotique. Planter des arbres sur Mars, c'est bien, mais il faut peut-être aussi commencer à replanter des arbres sur la Terre, parce que ça va être, il faut le savoir, une des premières et une des solutions les plus efficaces aux problèmes posés par le réchauffement climatique. Et pour planter ces arbres, il faut commencer par replanter véritablement l'arbre qui est en nous. Et c'est exactement ce que propose le projet de l'arbre visionnaire au sein même de l'exposition Un autre monde.